Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de Questions publiques. Réfléchir autour de questions importantes, de questions qui gangrènent la République démocratique du Congo. Tel est le socle de cette émission. Et nous disons toujours que de ces débats, de ces réflexions pourront naître de mesures gouvernementales intelligentes. Merci à l'équipe technique qui est toujours en contact avec nous, toujours de mèche avec nous, à Jojo Omulumba, à Reveil Koupa, clin d'œil à Samuel Etieni, à FIA du côté de la régie et à la réalisation, Florent Bontapi. Nous allons, comme vous le savez, parler actualité, parler des questions de l'heure. Nous recevons tout le monde dans cette émission, nous recevons des personnes qui ont quelque chose à étoffer pour changer la nation. Vous êtes sans ignorer que de Pointant, c'est une sortie médiatique du parti Le Centre, dont le président a récemment donné position, mais s'ensuit des réactions pour le président. C'est le porte-parole qui vient éclairer, qui vient lucider et même répondre à certaines zones d'ombre, si vous voulez. Il a accepté de répondre à nos questions. Monsieur Rodrigue Omwamba, qui est porte-parole du Centre sur ce plateau. Bonjour, docteur. Bonjour et merci pour votre invitation, Peter. Vous êtes médecin, hein? Je suis médecin. Docteur, hein? En médecine. Vous vous retrouvez en politique comment? Par passion, tout simplement. Et vous savez, notre métier, il n'y a qu'un pas pour entrer en politique. Parce que nous avons le privilège d'être en contact avec toutes les couches de la population, parfois les couches les plus miséreuses. Figurez-vous que c'est parfois la misère de mes compatriotes qui, pas parfois, je crois que c'est elle qui m'a poussé à rentrer en politique. Ce n'est pas parce qu'en politique ça paye mieux. On sait comment sont traités les médecins. On sait comment sont traités les médecins. Exactement, mais je crois que je suis quand même... je ne suis pas en politique pour m'enrichir parce que je peux bien le faire aussi en médecine. Il y a des médecins qui sont très bien, qui gagnent très bien leur vie. J'ai choisi la voie de servir autrement, de servir au niveau de l'échelle qui conçoit les politiques pour le reste de la population. Voilà, c'est pourquoi je me retrouve en politique. Vraiment pas pour essayer de... Les médecins, ils sont quand même en difficulté. Est-ce que ça va? Est-ce que dans un pays qui veut appliquer le peuple d'abord, est-ce que les médecins se retrouvent suffisamment ou est-ce que vous êtes marginalisés comme les enseignants et comme d'autres classes? Non, je crois que poser la question comme cela risque de réduire la problématique. Le problème des médecins, je crois qu'il date depuis très longtemps, malheureusement. C'est à peine en 2004 que les médecins ont eu droit à une prime de risque qui représente pas grand-chose, bien entendu, vu la conjoncture actuelle. Le coût de la vie, c'est pratiquement rien. Mais je note qu'il y a quand même, depuis l'avènement de ce gouvernement, une certaine volonté de pouvoir, tant soit peu, résoudre la misère des médecins. Je vous rappelle que cette année seulement, il y a eu près de 1400 nouveaux médecins qui ont été alignés à la prime de risque, ce qui est un pas considérable sur les 8000 sur les 5000 qu'il y avait. Et l'année prochaine, nous avons entendu tous le ministre de la Santé promettre un autre alignement de 3200 médecins et bien entendu une amélioration des conditions de vie des médecins, mais ce ne sont encore que des promesses. Donc les médecins, nous restons vigilants au niveau de nos syndicats, au niveau individuel, même au niveau d'un certain nombre de regroupements informels, tels que le collectif des médecins non privés, pour suivre cela de près et que les promesses du gouvernement soient réalisées en 2022. D'accord. Donc il y a une évolution à vous entendre parler. Non, je pense qu'il y a un espoir pour espérer une évolution. Mais la situation des médecins, globalement, comme celle de la plupart des fonctionnaires de l'État, reste catastrophique, c'est clair. Le centre, vous êtes porte-parole de centre. Tous les sujets d'actualité que nous allons aborder, ce sera en rapport avec vous aussi. Mais commençons par vous, le centre. Vous êtes où aujourd'hui? Ça veut dire quoi? Nous sommes où? Nous sommes au centre. Vous êtes du côté de la majorité, du côté de l'opposition? Vous êtes où? Dans la majorité ou dans l'opposition? Permettez-moi de répondre très calmement à cette question parce qu'elle soulève beaucoup de réactions depuis que le président Germain Kambinga a fait son émission et qu'il avait annoncé notre position de rester au centre de l'échiquier politique. C'est que malheureusement, nous avons dans notre conscience commune en tant que Congolais, oui,
était habitué à une sorte de dichotomie de l'espace politique, où il y avait forcément des gens qui sont au pouvoir, qui l'exercent sans partage, et d'autres qui sont dans l'opposition, qui ont développé des réflexes d'opposition. Ce n'est pas une opposition telle que nous la ferions par exemple, c'est une opposition réflexe où on s'oppose aux gens, non pas par rapport à la qualité, à la pertinence des idées ou des propositions qui sont les leurs, mais plutôt parce que ces propositions sont portées par X ou Y personnes qui est au pouvoir. Il y a eu donc une dichotomie des radicalismes, tout simplement, parce que la classe politique congolaise, excusez-moi, tous les partis politiques et regroupements confondus fonctionnent sur le modèle que nous a laissé d'un côté Mobutu, le général, le maréchal, et de notre côté, feu Étienne Tshisekedi. C'était des radicalismes. Et ces radicalismes-là, la preuve qu'elles sont en train de s'essouffler, c'est qu'on sent de plus en plus dans les chefs des Congolais qui ne font pas partie forcément des partis politiques, un besoin de changement tout simplement. Parce que tout le monde au Congo, tous les partis politiques, tous les regroupements politiques, toutes les tendances politiques, ou presque, ont tous exercé le pouvoir aujourd'hui. Ceux qui étaient dans l'opposition radicale hier sont au pouvoir. Et ce radicalisme-là, excusez-moi, a prouvé ses limites. Il y a donc un besoin d'une nouvelle offre politique. Et cette offre politique-là, de manière très humble, nous pensons, le centre, pouvoir l'incarner. Où nous ne nous reconnaissons pas forcément dans ces moules préfabriqués, où il faut être dans l'un ou l'autre des extrémismes. Voilà le rôle. Voilà là tous ceux qui sont dans l'opposition ne sont pas extrémistes. En plus, tous ceux qui sont dans la majorité ne sont pas extrémistes. Il y en a qui sont dans l'opposition, mais qui sont assez modérés. Pareil pour la majorité. Mais bon, ça veut dire que vous voulez... Non, il faut faire très attention. De par le monde, il y a un pouvoir et il y a un contre-pouvoir qui est l'opposition. Exactement. Alors, vous nous dites, vous n'êtes pas au pouvoir. Bon, vous n'êtes pas non plus dans l'opposition. Vous êtes où? Non. Chauve-souris, non. Je ne parle pas de l'opposition de la majorité dans le sens constitutionnel ou légal des termes. Parce qu'ici, je parle de la pratique de la politique. Quand on est au pouvoir, quand on pratique le pouvoir, on le pratique généralement comme Mobutu. On sait bien ce qu'était le pouvoir de Mobutu. Ce pouvoir absolu, qui ne supportait pas des voix divergentes. Et lorsqu'on pratique l'opposition, c'est de l'opposition réflexe, d'une opposition radicale, comme celle que nous a laissée Étienne Tshisekedi. Nous étions, nous, au pouvoir il n'y a pas longtemps, avec le FCC Cash. Voyez-vous? Mais lorsque dans une société, il y a les extrémismes recommencent par prendre le dessus, et ce que nous sommes en train de vivre avec ce qui se passe autour de la question sur les élections, notamment la désignation de membres de la CENI, etc. Lorsque les extrémismes commencent à prendre place, nous, le centre, nous avons l'obligation de revêtir notre costume de synthèse des opinions politiques pour pouvoir offrir une voix que nous appelons de voix de raison, que le peuple congolais, en réalité la majorité du peuple congolais, désire pour l'avancement. Ce que vous dites pas, c'est que vous êtes cofondateur du FCC. Effectivement. Vous, le centre. Au centre. Faisons une petite histoire du centre, parce que le centre débute en 2017. Lorsque nous débutons en 2017, nous étions des centristes. Nous avions choisi d'aller au FCC parce qu'à l'époque, nous pensions que ce qu'il y avait de mieux, ou ce que le peuple congolais voulait de mieux, c'était l'alternance au travers des élections. Et le camp qui nous a paru être le plus à même de vouloir ces élections, c'était le FCC. Nous y sommes allés. Rappelez-vous qu'il y en avait qui ne voulaient pas de la machine à voter, alors que nous pensions que la machine à voter nous permettrait d'avoir des élections dans Bref, vous étiez du côté du FCC. Nous avions choisi de nous allier au FCC. Donc vous étiez du côté du FCC. Nous étions avec le FCC. Vous êtes allé aux élections avec le FCC. Exactement. Qui aujourd'hui est dans l'opposition. Le FCC qui est dans l'opposition. Qui était hier dans la majorité. C'est lequel qui est dans l'opposition aujourd'hui? Parce que le FCC, il y en a dans le pouvoir, il y en a qui sont dans l'opposition. Mais bref, le FCC de Joseph Kabila est dans l'opposition. Parce que le FCC que nous connaissons tous, c'est le FCC de Joseph Kabila qui existait. Soit. Il y a maintenant mosaïque, débauchage de l'autre côté. Vous, en ce moment-là, jusqu'à maintenant, vous avez quitté FCC ou vous êtes toujours au FCC?
Je rappelle que lorsque la majorité du FCC est constituée, nous sommes au FCC. Lorsque cette majorité est constituée, et même l'alliance avec Cash, nous sommes là. Et lorsque le FCC perd sa majorité, nous sommes toujours au FCC. Mais à partir de quel moment nous nous distançons du FCC? De quel moment? C'est lorsque nous pensons que le FCC, après avoir perdu d'abord les élections présidentielles, après avoir perdu la majorité de la manière la plus rocambolesque, comme nous l'avons tous constaté, et qu'il n'y a pas eu... le peuple ne s'en est pas ému. Nous nous sommes dit qu'il y a un problème. Et que le défi pour le FCC n'est pas simplement un simple défi de la reconquête du pouvoir. Non, monsieur. Le défi du FCC, c'est aussi un défi existentiel. Est-ce que le FCC post-2023 continuera à exister? Et nous avons dit que le préalable pour cela, c'est de nous reformer, d'avoir aujourd'hui un programme qui est plutôt attractif pour regagner les cœurs des Congolais. Ce programme qui doit aussi être incarné par un visage que les gens peuvent identifier. Voilà ce que nous avons pensé comme étant des préalables pour la reconquête. Mais malheureusement, nous n'avons pas été entendus. Nous avons vu un FCC, en tout cas actuellement, se recroqueviller dans les méthodes UDPCiennes de radicalisme et surtout essayer de se remettre à la remorque de Lamouka, de Fayoulou et de Mouzito. Et ça, nous disons que ce n'est pas la place du FCC. Ah, donc, le FCC... Aujourd'hui, vous n'êtes plus avec le FCC alors? Pas ce FCC-là qui va à la remorque donc là, maintenant, on sent un rapprochement avec Kabila, avec Félix? Mais avec le problème, on ne sera pas surpris demain de vous voir avec Fatih Le problème, c'est que le logiciel, il reste le même. Vous pensez que quand on n'est pas avec le FCC, on est forcément avec l'autre camp. Aujourd'hui, nous avons... excusez-moi, vous appellerez cela peut-être prétention, mais nous avons l'ambition de proposer aux Congolais une autre voie. Une autre voie qui ne sera pas ni celle du FCC Kabila, exactement, ni celle une voie de l'Union sacrée. Pour nous appelons être la voie de la raison. Une nouvelle façon de faire. On ne vous entendra pas demain avec l'Union sacrée. Non, écoutez, ça c'est très important. Il ne faut pas oublier que c'est moi qui suis l'homme de devoir des mémoires. Il faudrait absolument que les choses soient claires. D'accord. Vous savez, vous parlez de nous comme ça parce que nous ne sommes peut-être pas encore en position de fédérer d'autres forces politiques autour de nous. Parce que notre rêve à nous, notre ambition, c'est de pouvoir être une force politique demain avec laquelle les autres voudront compter, comme l'Union sacrée est aujourd'hui, comme le FCC est aujourd'hui. Nous n'avons pas encore ce pouvoir-là, parce que nous n'avons pas autant de députés, nous n'avons pas autant de ministres, etc. Donc nous sommes encore relativement... Vous êtes encore des crapauds. Relativement, certains diront des crapauds, malheureusement. Mais bref, nul n'aurait cru que Macron, par exemple, qui était qu'un petit crapaud, qui a lancé sa campagne dans un garage, devant une trentaine de militants, serait président de la République française. Personne, en 1982, lorsque Étienne Tshisekedi lançait l'opposition, beaucoup ont ri de lui, personne n'imaginait qu'il laisserait un héritage tellement ancré dans l'image des Congolais que, par exemple, son fils pourrait devenir président de la République aujourd'hui. Personne ne pouvait penser cela. Donc, par rapport à l'ambition, par rapport à nos convictions, nous n'avons pas que faire de tous ces colibés-là. Le plus important pour nous, c'est que nos ambitions et nos convictions, nous allons continuer à les défendre, quitte, c'est aux Congolais de décider si nous allons les convaincre. C'est aux Congolais de décider. C'est eux notre seul juge. D'accord. Budget à l'Assemblée nationale, 10 milliards, votre réaction? On dit coup de chapeau à Samalou Kondé, première fois qu'un budget sera revu à la hausse à ce niveau-là. Non, le budget Samalou Kondé nous inspire à la fois de l'optimisme, mais aussi de la prudence. De l'optimisme parce que c'est un budget à 10 milliards. Ce n'est pas la première fois dans ce pays qu'on annonce un budget à 10 milliards. Le problème, c'est la mobilisation de fonds qui doit suivre. Et si on a à en croire le professeur Mabi, cette mobilisation ne dépasse jamais les 50-60%, malheureusement. Mais je pense que c'est un espoir où l'optimisme est permis parce que, pour la première fois, en tout cas à en croire les estimations du gouvernement, nous avons atteint en 10 mois 100% des recettes prévues pour le budget 2021. Et que ce budget n'a pas reçu de critiques
du FMI ou de la Banque mondiale. Rappelez-vous que l'année passée, il y avait eu un budget de 10 milliards ou 11 milliards qui avait été proposé et il avait été jugé irréaliste. Et d'ailleurs, on a dû faire un collectif budgétaire pour le rabaisser, pour le ramener vers le bas. Mais cette fois-ci, nous avons eu une révision de la loi de finances pour aller vers le haut et que nous avons eu 100% de mobilisation de recettes. Donc je pense que l'optimisme et l'espoir sont permis. Mais maintenant, là où nous recommandons la prudence, c'est que les réformes, finalement, pour pouvoir aboutir à la mobilisation de ces 10 milliards ne sont pas claires. Ils ne sont pas clairs du tout. On nous parle de l'IGF, de la patrouille financière, mais excusez-moi, ça reste aléatoire. Il nous faut de vraies réformes, un peu à l'image de celles qu'il y avait eu sur la TVA à 16%. Il faut absolument élargir notre assiette fiscale. Vous êtes un peu dubitatif quant à la réalisation. Nous sommes plutôt prudents parce que les moyens pour y arriver sont flous. Le gouvernement ne s'est pas étendu là-dessus. Nous n'avons pas entendu des explications claires sur les moyens à mettre en place pour mobiliser les c'est bien de parler de 10 milliards, mais si on double les budgets, pourquoi on ne double pas le salaire des médecins, le salaire des enseignants? L'incidence de ce budget à la hausse sur le vécu quotidien de la population, notamment les salaires, ça s'explique comment? Ça, c'est l'inquiétude de Mosito, vous en pensez quoi? Non, on comprend très bien sa position, mais encore une fois, nous disons que nous apprécions ce budget à sa juste valeur, parce qu'on ne dit pas que l'éducation, par exemple, est augmentée à 16%. C'est quasiment les standards exigés par un certain nombre d'organismes internationaux. Personne ne dit que la santé, par exemple, aura atteint 15%. Personne ne le dit. Mais ce sont des domaines éminemment sociaux. Que voulez-vous? Ce sont des domaines éminemment sociaux. Personne ne dit qu'il y a eu des accords avec les syndicats de la fonction publique et aussi les syndicats de médecins pour une amélioration des conditions de vie des fonctionnaires à partir de l'année 2022. Personne ne le dit. Moi, j'aurais encore voulu entendre des critiques sur la part réservée à la défense, sur la part réservée à l'agriculture. Ce sont là des critiques assez fondées que nous pouvons effectivement mais vous ne voulez pas entendre l'incidence sur le vécu quotidien, sur les salaires? Mais est-ce qu'il y a meilleure incidence sur la vie des Congolais lorsque le budget de la santé, le budget de l'éducation et que les conditions de vie des fonctionnaires sont promises à être ramenées vers le haut? Est-ce que ça, ce n'est pas la meilleure incidence qu'il puisse y avoir? Maintenant, nous nous disons, il faut rester prudent. Est-ce que finalement, toutes ces promesses du gouvernement vont arriver? Et c'est là que nous resterons vigilants. Voyez-vous, nous ne sommes pas dans une opposition réflexe, où, puisque c'est Sam Aloukonde, eh bien forcément c'est mauvais ce qu'il a dit, c'est fort mauvais ce qu'il a proposé. Non, nous ne sommes pas comme ça. Est-ce que ça changerait quelque chose quand on sait que les institutions de l'État bouffent 80-70% de budget, quand on sait qu'il y a des déplacements budgétaires au niveau de la présidence? Kabound a même lancé dans son speech la réduction des trains de vie des institutions. Il demande aux députés de retour de moitié leur salaire. Vous en pensez quoi, vous? Non, la réduction du train de vie des institutions ne doit pas faire l'objet de populisme. On peut réduire de moitié les salaires des députés. Croyez-moi, ça ne résoudra pas la misère. Ça ne va pas changer. Alors c'est du populisme que fait Kabound. Non, j'ai dit simplement que pour un homme politique, surtout un responsable de son rang, il serait prudent de ne pas se lancer dans le populisme, tout simplement. Moi, je pense que la réduction du train de vie des institutions serait d'abord la lutte contre les dépassements budgétaires. Parce qu'on a vu, on a entendu toutes les critiques, je veux dire toutes les justifications, notamment de l'IGF, sur les dépassements budgétaires. Ça a beau ne pas être une faute de gestion, mais croyez-moi, lorsqu'on fait un dépassement budgétaire, on empiète forcément dans d'autres domaines qui étaient aussi budgétisés et on les pénalise. Donc à partir de ce moment-là, il y a un déséquilibre qui rentre et ce déséquilibre ne profite qu'aux institutions. C'est à partir de là qu'il faut, à notre avis, lutter contre les dépassements budgétaires. C'est ça la véritable réduction du train de vie des institutions. Mais baisser les salaires, excusez-moi, nous ne sommes pas ceux qui vont promouvoir le partage de la médiocrité. Je crois plutôt qu'il faut baliser tout le monde vers le haut, c'est-à-dire que le fonctionnaire, par exemple, qu'il y ait par exemple le respect du SMIC pour les fonctionnaires. Ça, au moins, c'est réellement, ça a un impact direct sur le train de vie des Congolais, du Congolais lambda. Mais à partir du moment où on baisse les salaires des députés, quel est l'impact réel sur le reste de la masse des Congolais? Elle est quasiment nulle. Je suis content d'avoir un jeune sur ce plateau
pour ne pas trop nous emporter en politique, on va revenir sur les marches et l'état de siège, mais le Congolais souffre. Exactement. Les jeunes, Exact. comme vous et moi, nous souffrons. Pas de travail. Les rares qui ont de travail ont un problème de salaire. Comment changer la balance pour les jeunes qui vous suivent? Nous qui avons la chance de passer à la télévision, on sait qu'il y a un sérieux problème de chômage, il y a un sérieux problème d'emploi. Mais les rares qui ont des emplois, le salaire pose problème. Les vieux nous dirigent, conflit des générations. Les vieux nous dirigent, mais c'est nous les jeunes qui leur votons, qui élisons, mais c'est nous les jeunes qui souffrons. Et c'est là que je rejoins les jeunes des MPR qui ont sorti cette chanson, Nini Tosalité. Prière dire aux jeunes aujourd'hui, que devons-nous faire aujourd'hui pour changer cet état de choses? D'abord, je reviens sur l'illitosalité. Moi, je ne trouve pas, comme beaucoup le disent, hein, que c'est l'expression d'un désespoir. Pour moi, c'est l'expression d'une résignation. Des gens qui se sont battus, mais qui ne trouvent pas, qui constatent que leur vie, leur quotidien reste le même. Hein, l'illitosalité, c'est une résignation. Et c'est l'expression profonde d'une déception. Alors, qu'est-ce que nous devons faire en tant que jeunes? Moi, je comprends très bien leur situation, parce que je suis moi-même jeune. Je sais ce que c'est que d'avoir fait des études et après cela rester dans la maison de ses parents, et de se réveiller et ne pas avoir de perspective. Je suis passé par là et je sais ce que c'est exactement. Donc quand vous parlez de cette situation-là, je la comprends parfaitement. Mais ce que nous devons faire en tant que jeunes, c'est que nous avons une responsabilité. La responsabilité que nous avons, c'est de nous engager. Parce qu'il ne suffit pas de faire, de penser que les choses changeront parce qu'il y a la bonne volonté d'un homme providentiel. Non, ça n'existe pas. D'un Moïse qui viendrait quelque part. D'un Moïse qui viendrait je ne sais d'où. Non, ça n'arrivera pas. Les jeunes doivent s'engager. S'engager pour leur changement. S'engager pour chaque combat qu'ils vont mener dans la vie. S'engager eux-mêmes au changement qu'ils veulent. En quoi faisant? Ils n'ont déjà pas d'argent. Par exemple, ils n'ont pas d'argent. C'est-à-dire qu'on leur... Les jeunes ont un pouvoir extraordinaire. Parce que vous voyez, bientôt ce sera la campagne électorale. Tous les politiciens iront vers l'électorat. Avec des polos, avec des bières. Avec des polos, des bières. Et c'est là que nous vendons notre droit d'aînesse en tant que jeunes. Mais s'engager ne veut pas dire rentrer dans la politique forcément. S'engager, c'est par exemple commencer par exiger le résultat chez ceux à qui nous donnons les suffrages. Voter de manière tout à fait responsable, par exemple, c'est un engagement que l'on prend. Voilà. Moi, je pense que cette prise de conscience de jeunes dans le choix des dirigeants que nous mettons tous à la tête de ce pays est déjà un premier pas vers le Est-ce que nos jeunes sont conscients? Ou est-ce que nos jeunes aujourd'hui, on a tellement paupérisé, on a tellement appauvri la jeunesse que les jeunes vivent du petit pain qu'on leur donne. Ils savent que pendant la campagne, vous allez leur donner un petit rien, ils vont voter, et vous allez repartir, vous allez revenir après, c'est la même chose. La campagne, c'est... Est-ce que ce n'est pas fait à dessein pour que les jeunes soient à la merci de ce petit polo et de cette petite bière? Non, je ne pense pas. La campagne, c'est 1 mois sur 60 mois. 1 mois sur 60 bons mois. Et je ne pense pas que les jeunes vivraient 60 mois avec le pain ou le t-shirt qu'on leur donnerait pendant la campagne. Ça, je n'en suis pas sûr. Donc je pense qu'il y a quand même des chansons comme celles qui sont comme Nini Tosalité, qui devraient en réalité... Une chanson qu'on vous invite à suivre. Qui devrait en réalité réveiller la conscience de nous jeunes. Donc nous avons une responsabilité, c'est peut-être notre rôle, nous en tant que jeunes, qui avons... j'aimerais dire le privilège d'être invité par Peter Tiani, mais de parler à ces jeunes et de leur dire, eh bien, c'est à nous de prendre conscience, tout simplement. C'est à nous de prendre conscience lorsque nous choisirons nos députés, lorsque nous choisirons le futur président de la République, nous devons le faire en âme et en conscience, parce qu'il nous aura non pas donné du pain, des polos, mais parce qu'il nous aura présenté un programme dans lequel nous nous retrouvons. Quel est le projet que le centre a pour les jeunes? D'abord, le centre, en tant que philosophie politique, il faut comprendre que nous nous basons principalement sur la liberté. La liberté sociale d'abord. Nous pensons qu'il faut un peu corriger l'état du capitalisme sauvage en promouvant d'abord la liberté économique des personnes les plus démunies, les laisser pour compte. Ces jeunes, comme je vous l'ai dit, qui finissent des études ou qui n'ont pas fait d'études du tout, qui se réveillent chaque matin sans aucune perspective.
Je pense que le centre, dans notre ADN, dans notre philosophie, si nous accédons au pouvoir, tous nos plans seront d'abord axés vers ces personnes-là. C'est laissé pour compte. Ensuite, c'est aussi une liberté, je dirais, de penser, tout simplement. Donc, il faudrait que nous mettions les gens dans une... lorsque nous prendrons le pouvoir, nous ne dirigerons pas dans l'absolutisme ou dans les radicalismes. Nous allons toujours écouter. Parce que nous pensons que les problèmes de la société, nul ne peut avoir le monopole de la vérité pour les résoudre. Donc nous mettrons en place une sorte d'organe de concertation permanente pour pouvoir justement récolter toutes les opinions qu'il peut y avoir, en faire la synthèse et avancer. Ce sera le pragmatisme et nous résolverons les problèmes de la société de cette manière-là. Voilà globalement notre vision. Maintenant, le programme, nous sommes en train de le confectionner. État de siège. Ça marche pas, il faut qu'on arrête. On a encore, je crois, prorogé pour la 12e fois. Je veux dire, après, qu'est-ce qui arrive? Les gens continuent à mourir, les gens continuent à dire que beaucoup de députés de l'Est ne sont pas d'accord avec cette situation. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'était la solution trouvée? Est-ce que c'était une mauvaise idée? Est-ce qu'il faudrait procéder autrement? Que pensez-vous de l'état de siège? Parce qu'on va encore prolonger bientôt. Ce qui m'exaspère, moi, en tant que Congolais, lorsqu'on parle d'état de siège, c'est un peu ce défaut de patriotisme, tout simplement, qu'il y a parfois dans le chef d'une certaine classe politique. Parce que lorsqu'on parle d'état de siège, il s'agit ici de la nation qui est en péril. Notre pays est en guerre. Moi, j'ai vu les Américains, lorsque ils ont été attaqués en 2001 par Ben Laden, ils ont accepté le Patriot Act, qui permettait au gouvernement, par exemple, de réduire leurs libertés individuelles. Ils l'ont accepté au nom du patriotisme. Ils l'ont accepté, comment on l'appelle là-bas, républicains comme démocrates. Tous étaient derrière leur président de la République. Tous étaient derrière leur armée qui allait faire une guerre. Ici, les gens ne sont pas derrière l'armée? Ici, malheureusement, les gens sont parfois contents lorsqu'on annonce qu'il y a des morts à l'Est. Ils sont pressés. Ils sont pressés même de le mettre sur les réseaux sociaux. Parce que ceux qui critiquent l'état de siège, moi je veux bien, il y a beaucoup de choses à redire sur l'état de siège. Mais qu'est-ce qu'ils proposent à la place? Rien du tout. Oui, mais quand il y a des fonds qui sortent, mais il n'y a pas de résultat. Nous avions souhaité, les gens continuent à mourir. Nous avions souhaité que l'Assemblée nationale puisse d'abord évaluer l'état de siège. Je crois que c'est un travail qui est en train d'être fait. Et les failles ont été relevées. Maintenant, c'est au gouvernement, non pas pour arrêter l'état de siège, mais d'améliorer en tenant compte des critiques qui lui ont été faites, notamment sur base du financement et de la planification stratégique. C'est à partir de ce moment-là, réellement, que les choses commencent à devenir sérieuses. Mais lorsque on s'oppose contre l'état de siège juste pour des besoins de raisons politiciennes, excusez-moi, on n'est pas patriote. À la place, on propose quoi alors? Mais demandez à ceux qui critiquent l'état de siège qu'est-ce qu'ils proposent à la place. Ils n'ont rien à proposer. Pour les centres, qu'est-ce qu'il faudrait? Quelle serait la solution magique pour l'Est? Cette question a commencé depuis Kabila, bien avant même aussi. Et après, jusqu'à aujourd'hui, on ne peut dormir un jour sans que, un Congolais tombe. C'est devenu la vie de tous les jours. Hein. Les gens meurent. Dans notre pays, les gens meurent. On meurt, mais c'est comme si, on ne meurt pas. Silence de mort. Et pourtant, pendant que nous faisons cette émission, il y a des Congolais qui tombent. Il faut quoi pour que ça cesse? Il faudrait qu'on prenne tout. Il faudrait que les jeunes prennent les armes, qu'on aille tous dans l'Est, là-bas, nous battre. Il faudrait quoi? Non, certainement pas. D'abord, nous sommes d'abord contents parce que le pouvoir actuel a compris que ce que nous disions à l'époque, c'était une guerre asymétrique. Ce que vous disiez quand vous étiez au FCC? Beaucoup ne nous ont pas cru. Quand vous étiez au FCC? Aujourd'hui, tout le monde l'admet que c'est une guerre asymétrique et que, bien entendu, toutes les failles qu'on a relevées dans l'application de l'état de siège sur le plan stratégique, c'est-à-dire le plan de l'armée, etc., c'est bien si jamais il corrige. Mais en plus de cela, pour nous, l'état de siège ou l'insécurité à l'Est bénéficie parfois des complicités internes. Peut-être complicités inconscientes, exacerbées par les divisions communautaires, les divisions tribales. Malheureusement. Parce qu'au-delà des ADF et peut-être des incursions des armées étrangères, c'est aussi des guerres intercommunautaires. Donc pour nous,
le président de la République a notamment l'obligation de réconcilier les communautés locales. Parce qu'un pays qui n'est pas uni, des communautés qui ne sont pas unies, ne sont pas à même de se défendre contre un ennemi commun. Et c'est pourquoi, pour nous, c'est l'une des causes de cette perpétuation de l'insécurité à l'Est. Il faut absolument réconcilier les communautés à l'Est. Bien entendu, il faut implémenter avec les critiques ou les remarques qu'il y a eu à l'Assemblée nationale l'application de l'état de siège pour que les choses reviennent à la normale. Bien entendu, l'intégration régionale qui doit aussi, sur le plan diplomatique, être... qui nous embête un peu trop. Hein. Non, mais vous savez, nous ne sommes pas dans le folklore nationaliste. Et nous le disions à l'époque. Ceux qui disaient hier Zongisa et Rwanda, ce sont ceux qui l'ont applaudi au stade des martyrs. Voyez-vous. Donc nous pensons que le Rwanda ne doit pas continuer, est un problème. Est un problème. Ils ont applaudi dans le stade des martyrs. C'est qu'ils sont au pouvoir. Ils ont applaudi Kagame ici. Ils l'ont applaudi au stade des martyrs. Tout le monde a vu, en tout cas. Hein? Aussi au vu de tous. Tout le monde a vu. Mais si c'est les autres, c'est un péché de lèse-majesté. Exactement, exactement. Donc nous pensons que bien que le Rwanda... On a l'impression qu'il y a des gens qui peuvent faire des choses et ça va être digéré, accepté. Exactement. Mais les autres n'ont pas le droit de faire. Exactement. C'est quand même injuste. Hein? Tout à fait injuste. Si et nous, on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, au moment où je vous parle aujourd'hui... Mais si c'est les autres, ça peut passer. Au moment où je vous parle aujourd'hui et que je vous dis que nous avons pris nos distances avec le FCC dans son format actuel, vous n'imaginez pas tous les colibés que nous devons subir de toutes parts. Du FCC et même des gens de l'Union sacrée. Oh. C'est comme si nous n'avions pas, nous, le droit... En étau, c'est comme si nous n'avions pas le droit d'avoir des convictions et de les assumer. Mais que les autres, ils peuvent les faire parce qu'eux, ce sont des grandes chapelles. Ils sont immunisés par... je ne sais pas par qui, peut-être par vous, qui ne dites pas souvent, qui ne faites pas souvent ce genre de Non, mais je trouve ça quand même injuste, hein, que quand ça vient de vous, quand ça vient du centre, c'est pris d'une certaine manière. Oui, voilà, c'est le ventre, c'est la recherche, c'est l'inconstance, c'est la recherche de l'intérêt ventriote, c'est le vagabondage politique. Mais les autres peuvent... Alors qu'il n'y a pas 5 mois, jamais on n'aurait imaginé Fayoulou en coalition avec Kabila. Mais ils ne sont pas en coalition, jusqu'à non, excusez-moi, ils ont formé un bloc patriotique. Hein. C'est une forme d'alliance. C'est une forme d'alliance. C'était inimaginable il y a 5 mois. C'était inimaginable il y a 5 mois parce que Fayoulou, il a axé toute sa politique sur le repos. Il a reproché à Tshisekedi d'avoir pactisé avec Kabila. On a tous entendu. Kabila était le diable. Kabila, c'était le diable. Mais aujourd'hui, les gens pardonnent, en tout cas les médias pardonnent à Fayoulou de s'être allié à Kabila. Et ça, parce que peut-être qu'ils se sont rendus compte. Et c'est pourquoi nous avons pris. Plus diable que Kabila existe. C'est pourquoi nous avons décidé aussi que désormais nous allons assumer nos positions au vu et au su de tout le monde parce que ce sont nos convictions. C'est aux Congolais de trancher, pas à un certain groupe politique ou même à des médias, pas du tout. Vous allez maintenant vous rapprocher de qui? De Kabila? Non, pas Kabila, de Félix Tshisekedi, de Moïse Katumbi, de Jean-Pierre Bemba. Non, nous attendons une offre politique à même de séduire notre propre programme. Non, exactement, le centre dans le monde entier fait des alliances. Et à combien plus forte raison, nous qui n'avons pas encore, je veux dire, la force institutionnelle de pouvoir émerger tout seul, nous pensons que nous ferons des alliances. Mais le centre, parce que le centre aura un candidat, président de la République, exactement, nous aurons un candidat que nous défendrons, nous aurons Germain Kambenga, qui sera votre candidat? Nous allons, je vous informe, nous allons avoir bientôt une convention du centre. Nous allons arriver à se faire élire comme député, hein, pour qu'il soit le candidat président. Non, ça c'est pas un problème, il a déjà été élu député. Là c'était avec le pouvoir du MLC. 18 000 voix et puis avec le pouvoir 7 000 voix en 2018, c'est le seuil. C'est avec le MLC qu'il a pu se faire élire aujourd'hui. Non. Sans le MLC avec le centre, on ne sait pas s'il peut avoir. Vous imaginez combien de gens au MLC n'ont pas eu le parcours de Kambinga? Nous ne pouvons pas nier le parcours qu'il a eu au MLC. Mais il n'y a pas beaucoup de Kambinga au MLC non plus. Donc je pense la personne a, comme tous les hommes, une étoile personnelle qu'il faut lui reconnaître. Un mérite personnel qu'il faut lui reconnaître. Qu'il soit d'abord candidat député, même il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Même au Bandundu comme ça, on verra si... Non, mais je vous dis qu'il a déjà été député. Sous le label MLC. Il a déjà été député. Sous le label MLC.
quand il était dans le toit parental. Quelqu'un qui roulait en jeep de son père, c'est différent avec quelqu'un qui va maintenant chez lui, il va maintenant se taper sa propre jeep. Hein. Justement, c'est pourquoi il a choisi ce chemin de courage. On pour ne verra plus même. être sous la chapelle ou sous la croupe de quelqu'un. Maintenant, c'est un responsable politique qui veut être respecté comme tous les autres responsables politiques. D'accord. Denis Kadima, contesté d'un côté, de l'autre, accepté. Alors, il y a une autre marche, hein. Il y en avait eu du bloc patriotique il y a peu. Il y en a une autre la semaine prochaine. Question Kadima, pas de Kadima. Vous en pensez quoi, vous? Nous en pensons simplement que c'est un débat, nous pouvons tout redire, beaucoup de redire hein, sur beaucoup de choses, sur la façon dont Kadima a été désigné. Nous pensons qu'il y a des choses à redire. Mais la vérité, c'est que le processus est enclenché et que Denis Kadima a été investi par le président de la République, qui était d'ailleurs dans ses prérogatives, président de la CENI. Il est président de la CENI. Aujourd'hui, combattre Denis Kadima est similaire à ceux qui, hier, ont combattu la machine à voter. Voyez-vous? Ah bon? Il y en a qui ont combattu la machine à voter. Mais qui sont quand même allés aux Qui élections sont avec quand cette même même allés aux machine. élections avec la Et machine. qui ont même réclamé la victoire. Combattre Denis Kadima aujourd'hui, c'est similaire. Et tout le monde sait comment la chanson va finir. Nous disons que c'est un débat dépassé. Non, ce n'est pas un débat dépassé. Mais simplement, combattre la personne de Denis Kadima à la tête de la CENI, pour nous, c'est un faux débat. Le plus important, parce qu'on ne remet pas en cause ses capacités, ni même des autres qui ont été investis à la CENI, on ne remet pas leurs capacités. Pour nous, le plus important, c'est, nous interpellons le président de la République là-dessus, c'est que les élections sont un moment où le pouvoir doit être réellement remis au peuple congolais. Et que les élections de 2023 ont la particularité d'avoir pour enjeu la transparence. Donc cette transparence doit avoir comme préalable la confiance de toute la classe politique, mais aussi de la société civile, dans les animateurs de la CENI. Donc pour nous, le plus important aujourd'hui, c'est de créer autour de l'équipe Kadima les conditions de la confiance des acteurs politiques. Voilà ce que nous nous proposons, au stade où nous en sommes. Parce que le président de la République, vous vous imaginez bien qu'il ne reculera pas. Et donc pour nous, le plus important... Ça veut dire que pour vous, le peuple n'est pas souverain, comme le dit la Constitution dans son article 5. Non, écoutez, le peuple n'est pas souverain. La souveraineté n'appartient pas au peuple. Le peuple n'est pas souverain, c'est très relatif. Hein? C'est très relatif. La souveraineté n'appartient Elle appartient au peuple. Donc le peuple peut se décider la à tout notion du moment. peuple aujourd'hui, dans la configuration qui est... C'est l'Assemblée nationale. C'est très relatif. Même pas l'Assemblée nationale, parce qu'on sait cette majorité, comment elle a été formée. Mais alors le peuple... Donc, à partir de ce moment-là, pour nous, il faut créer les conditions de confiance autour de l'équipe Kadima. Mais si déjà la personne qui est là ne pose pas... Mais vous comprenez que personne ne reproche rien à Kadima, à part le mode de désignation, la façon dont il est arrivé là. C'est déjà ça le problème. Justement. Donc nous pouvons, comme Kadima lui-même en soi n'est pas un problème, ni un autre membre de la CENI, ça veut dire que nous pouvons, nous, en tant que politiques, créer les conditions de la confiance, c'est-à-dire de la surveillance à la fois politique et citoyenne du processus électoral. Tu as eu 90% aux examens, mais on dit que tu as triché. On dit, bon, ça dit la procédure, il a triché en classe. On sait qu'il est intelligent, mais là, il a triché. Doit-on accepter ses résultats ou pas? Il y a une nuance qu'il faut faire. Ce n'est pas la personne qui a triché. Il se peut, n'est-ce pas, que les gens autour de lui aient facilité les choses, entre guillemets, mais la personne, on reconnaît, il a fait cet examen-là et il a réussi avec brio, n'est-ce pas? Ça, la personne n'est pas remise en question. Ce sont les procédures. À partir du moment... Et bien sûr, hein, ce n'est pas tout le monde qui a respecté ces procédures. Déjà, au niveau des confessions religieuses, les uns et les autres se sont accusés. Maintenant, pour nous, le plus important, pour ne pas prendre un camp au détriment de l'autre, nous pensons au stade où nous sommes arrivés, la seule chose à faire pour garantir la transparence en 2023 et même l'organisation des élections tout simplement en 2023, c'est de créer les conditions de la confiance autour de l'équipe Kadima. Créer ça comment? Justement, le président de la République doit tendre la main à ceux qui sont protestataires, tout simplement, parce qu'il doit les écouter. Pourquoi s'il ne le fait pas? Mais s'il ne le fait pas, malheureusement... Et je doute malheureusement, et ça nous le disons, c'est un appel que nous lui lançons, nous irons encore une fois vers un autre cycle de contestation qui fragilisera. Parce qu'on a vu les prêtres demander des audiences. Fragilisera son on a vu les prêtres demander des audiences et ne pas être reçus. Hein, donc,
ne faut pas s'attendre après que, voilà, qu'on donne la main. Hein. Non, nous le disons aux tenants du pouvoir, nous le disons à l'Union sacrée, c'est eux qui sont au pouvoir. Il faut absolument tenir compte des revendications qui sont dans l'opposition, le bloc patriotique. Donc ça veut dire que les marches ne servent à rien, alors il faut laisser les marches? Non, les marches, c'est une expression démocratique. Mais ça servirait à quoi? Parce si que nous, Félix ne va pas reculer. Si nous ne participons pas à la marche, c'est parce que, tout simplement, nous ne sommes pas d'accord de la façon dont le FCC procède. Mais les marches, c'est important, c'est une expression démocratique. Allez alors avec les CLC, avec les Milapro, avec les autres, allez-y, pourquoi vous n'y allez pas? Vous êtes seulement les FCC parce que vous vous êtes séparés? Nous allons lever une option là-dessus, mais il fallait d'abord que nous montrions que nous ne sommes pas d'accord. Il fallait d'abord que nous montrions que nous ne sommes pas d'accord avec le FCC. Non, pas du tout. Le président Chadari, nous l'avons soutenu aux élections de 2018. Maintenant son visage vous énerve? Pas du tout. Il ne s'agit pas. Il a fait une démonstration de force. Il ne s'agit pas de personne. Il s'agit de méthodes. Et ces méthodes-là, nous ne sommes pas d'accord. Et nous le disons. Maintenant, le plus important pour nous, ils ont le droit d'exprimer leur point de vue, mais nous pensons, pour nous, que même eux, quand ils marchent, ils sortent dans la rue, vous entendez qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le dialogue. Tout le monde le dit. Vous avez vu la démonstration Tout le monde le dit. Vous avez vu la démonstration de force du FCC? Oh, bon, honnêtement, ce jour-là, je n'étais pas sorti. Donc, je n'ai pas pu m'en rendre compte. À la télévision, les images. Bon, les images. Vous n'avez pas regretté, vous avez dit, oh, les centres à rater. Non, moi j'ai vu plutôt. Parce qu'on a vu un Chadari tout fait tout flamme avec un Raymond Tchibanda. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y avait une forte mobilisation autour des prêtres et des LCC. On a même vu, il semblerait que Tchibala était là. On aurait voulu, sincèrement, permettez-moi de finir. Permettez-moi de finir, on aurait voulu voir, nous, ce que nous avions souhaité, c'est que le FCC prenne le leadership de ces contestations. Voyez-vous, comme le FCC n'était pas leader de ces contestations, on ne peut pas tout mettre au profit du FCC. Je ne crois pas. On est en train de chuter, mais quand même par rapport à la marche, comme je disais tantôt, Tchibala était là. Ah, Tchibala, la balabala. Non, mais ce n'est pas la première fois. Il était à l'UDPS, il faisait pareil. Tchibala? Hein, permettez-moi, je ne parle pas trop individu. Avant de traverser rapidement de l'autre côté. Quand il était à l'UDPS, il faisait pareil. Hein. Même quand on crée des blocs patriotiques. Un jour, on va se retrouver avec Tchibala sur la même table. C'est l'entrée sur la table de faire des choses. Bon, on est en train de chuter. Pourquoi vous avez choisi, il nous reste moins de 10 minutes, pourquoi avoir choisi le centre, vous en tant que jeune? Pourquoi avoir choisi le centre? Tout simplement parce que, comme la plupart de jeunes de mon époque, j'étais lassé de l'offre politique qui était celle qui voulait qu'on soit pour X, soit pour Y. Je pense qu'à un certain moment, chacun d'entre nous doit avoir la liberté de pouvoir se choisir son propre chemin. Oui, mais si les jeunes comme toi... À partir du moment où il y a pourquoi devrait-il choisir le centre, par exemple? À partir du moment où il y a un mouvement politique qui vous permet d'être libre dans votre façon de faire les choses, dans vous votre êtes libre façon... là-bas? Nous sommes libres de choisir, tout simplement. On n'est pas obligé de rentrer dans un moule qui est préfabriqué. Nous sommes libres de choisir. Alors, cette envie de liberté qui était en moi m'a conduit naturellement vers le centre. Les jeunes qui te suivent, pourquoi devraient-ils, si un jour ils veulent faire le choix, pourquoi devraient-ils choisir le centre? Quel est le bien fondé d'être au centre? Parce que le centre incarne une nouvelle offre politique. Une nouvelle offre politique qui est une réponse à l'essoufflement de ce que nous avons eu jusque-là. Nous avons vécu 40 ans d'absolutisme ou de radicalisme. Majorité, opposition, Tshisekedi contre Mobutu, Tshisekedi contre Kabila, ça a produit quoi? Ça n'a pas produit grand-chose, surtout pas pour les jeunes. Et nous avons aujourd'hui, j'allais dire prétention, mais nous avons l'ambition de proposer un autre modèle. Et c'est ce modèle-là que nous proposons aux jeunes, qui fait la synthèse de tout ce qu'il y a de meilleur dans les uns et les autres, et qui n'oppose pas cette caricature d'ange et de démon, forcément qu'il faudra choisir, mais qui vous dit, soyez libres, vous pouvez vous choisir votre destinée librement. Voilà pourquoi ils peuvent adhérer au centre. Ah, ok. Yves qui semble aussi là-bas au centre. Il nous a rejoint récemment. Ah, récemment? Oui. Donc, il n'est plus au FCC, il est chez vous. Il n'est plus au PPRD, il est au centre. Vous êtes en train de débaucher, hein? Non, je pense que personne n'allait le chercher. Je crois qu'il a eu lui-même, il a pris l'initiative tout seul, donc ce n'est pas un débauchage. Pourquoi vous, les médecins,
avant de toucher quelqu'un dans les hôpitaux, vous devez demander l'argent. Le serment d'Hippocrate, vous en avez fait quoi? Ça, je ne parle pas aux politiques, je parle aux médecins. C'est une question très vaste qui peut peut-être demander qu'on fasse une émission. Pourquoi vous ne touchez pas les gens comme vous faites votre serment d'Hippocrate? C'est ce que je dis. J'ai un médecin, il est politique, il est porte-parole d'un parti politique, mais excusez-moi, d'une formation politique, mais excusez-moi, il est médecin. On me fait signe, oui, il est médecin. Donc, c'est que nous vivons dans les hôpitaux. Docteur, je ne sais pas si tu t'en rends compte. Là, tu peux un peu faire l'avocat de tous les médecins du Congo. Comment, quand quelqu'un arrive à l'hôpital, urgence, cas grave, Poba Simbaye, médecin, le Bimsolum Ezate, on laisse même des gens mourir. Vous savez, que faites-vous du serment d'Hippocrate, vous, les médecins congolais? Vous savez, je vais vous répondre très clairement et de manière concise. C'est que la situation à côté du serment d'Hippocrate, qui nous recommande d'ailleurs que la santé de nos patients soit au-dessus de tout, il y a un testament d'Hippocrate. Parce que pour que le médecin puisse se consacrer entièrement à ses malades, à ses patients, ça doit être la personne qui est à l'abri du besoin. Et c'est ça que recommande le testament d'Hippocrate. Malheureusement, notre société ne nous met pas à l'abri du besoin. C'est pourquoi il y a parfois certains confrères qui sont obligés d'être des moutons, des brebis galeuses, malheureusement. Ce ne sont pas tous les médecins qui sont comme ça, mais il y a des brebis galeuses et il faut comprendre que c'est parce que la société ne nous a pas permis d'avoir cette vie digne qui nous permette de nous consacrer un apostolat aussi, non, 100%. Mais justement, un apôtre, même la Bible le dit, un apôtre, il vit de l'autel. Les médecins devraient vivre de leur métier. Ils ne vivent pas de leur métier. Beaucoup d'entre nous ne vivent pas de leur métier, malheureusement. Ils souffrent, hein? Vous souffrez. Hein? Beaucoup de médecins souffrent. Il y en a qui dorment dans les églises. Moi, j'en connais personnellement. Médecin. Par manque de loyer, tout simplement. Médecin. Médecin. Ça, c'est l'État ou le centre à gérer. C'est l'État que nous construisons tous. Ou le centre à gérer. C'est l'État que nous construisons tous. C'est une responsabilité commune. Un message à la nation qui vous a suivi. Un message à tous nos téléspectateurs. Je dirais que le centre, c'est une formation politique qui incarne tout simplement cette envie de renouveau, de nouveauté. Nous ne sommes pas prétentieux, mais nous sommes convaincus que la majorité de Congolais veut une nouvelle offre politique. Et nous nous efforçons de l'incarner. Nous avons une vision et un programme. Nous vous le présentons et nous espérons qu'en 2023, vous nous ferez confiance. Merci beaucoup, docteur. Vous n'êtes pas gynécologue, hein? Non, je suis plutôt aux urgences, réanimation. Okay. J'ai trop peur des gynécologues. Non, non. Parce qu'ils doivent avoir des problèmes des yeux. Merci de la sympathique attention que vous avez accordée. Merci en tout cas, docteur, d'être venu, mais j'aimerais vraiment, de temps en temps, quand vous avez le temps, exactement, de passer. Nous avons souvent l'habitude de recevoir, mais nous recevons souvent peu de jeunes comme nous. C'est tous ces vieux-là qui inondent nos plateaux, voilà, et qui viennent faire assez souvent la même chose d'ailleurs. Nous avons aussi besoin d'une nouvelle génération qui monte. Carbone Béni, je t'attends. Hervé Diakessé, je t'attends. Ça, c'est des gens avec qui nous étions dans la rue récemment. Vous avez marché? Sous Kabila. Okay. Sous Kabila, j'étais plusieurs fois. Je pensais que vous étiez au Bloc Patriotique. Dans le Bloc Patriotique, mon équipe était là. Okay. Mais sous Kabila, j'étais quand même plusieurs fois dans la rue. Ah, d'accord. Parce que moi, au-delà du journalisme, c'est de l'engagement. Et donc, des jeunes comme ça, parce que on a toujours l'habitude de penser que les jeunes Congolais, c'est l'homme de Bombay, des coups. Nous avons des jeunes médecins, porte-parole d'un parti politique. Vous avez senti le niveau. Et donc, des autres, vous êtes dans les coulisses, appelez-nous. On va faire des émissions comme ça, vous allez communiquer. Si vous êtes au centre, si vous êtes chauve-souris, ou si vous êtes au froid, ou si vous êtes chaud, bon, on saura quand même. Mais si on vous qualifie d'un animal, ce sera chauve-souris? Si nous étions des animaux. Vous êtes je ne sais pas, quel est l'animal qui symbolise le mieux la liberté? L'aigle. Oui, c'est l'aigle. Hein? Exactement. C'est pas chauve-souris. Hein? Bah. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée. Merci à toute l'équipe technique qui a été de mèche avec nous, mesdames. Mesdemoiselles et messieurs, pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. Vous allez tous maintenant me découvrir assez souvent. Je vais être assez régulier. Trop de remarques, trop de demandes, j'ai entendu. Je reviens à fond. Pas circonstanciellement à la télévision. Peut-être même chaque jour. Je serai avec vous, avec Question Publique, avec Crédit Peuple, avec Parfaite Presse, avec Débat pour la Nation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission
est terminée. Au revoir. J'aime beaucoup cette conclusion. Merci beaucoup. Merci beaucoup.